vais donner la parole à la salle. Levez la main, on va passer des micros et n'hésitez pas à vous présenter. Alors, monsieur... Juste une chose, essayez de poser des questions courtes. Hein, vous ne faites pas une conférence pour des réponses courtes et il y a des micros qui vont vous être donnés. Alors, j'ai dit monsieur, là, avec monsieur Bizet. Oui, bonsoir, Bernard Cornu, 50 ans de présence au Moyen-Orient. D'abord une question très simple, très précise, et 3 idées aussi précises. Non, pas d'idées, une question. Non, mais pour la paix impossible, parce que moi je pense que la paix est possible, et je vais vous dire 3 conditions très simples. La question, c'est qu'est-ce qui s'est passé entre les vacances de Bachar al-Assad et de Erdogan en Turquie ensemble, et une déclaration syrienne disant qu'on allait arrêter de revendiquer le Sanjak d'Alexandrette, de la bataille, en 38-39, et mai 2010, où la délégation syrienne, devant le ministre, le secrétaire d'État turc sur l'eau, a refusé les cartes turques sur le projet de barrage de la paix sur le Ronde au sud de Galpouche, en disant on ne veut pas ces cartes-là, ceci n'est pas la frontière. Merci. Et ça, c'était 6 mois avant 2010. Les 3 idées pour la paix, c'est un principe de convergence rapide des fiscalités sur les carburants, parce que chaque fois qu'il y a des différences... Mais là, oui, là vous faites une conférence. Non, non, il y a la contrebande, il y a la corruption, il y a la paix. Deuxième chose, c'est une déclaration de l'Europe pour assumer une responsabilité collective dans la guerre européenne de 14, qui a créé toute cette situation fondamentale dans la psychologie européenne et la psychologie mondiale. Bon. Très bien, alors là... Et troisième chose, c'est une résolution chapitre 7. D'accord. Alors, pour la réponse, c'est-à-dire, effectivement, qu'est-ce qui a amené la Turquie et la Syrie, qui étaient des amis, c'est-à-dire Erdogan et Bachar al-Assad étaient des amis, et ben Didier, donnez le micro à Didier Lillon, c'est très bien. Voilà. Si je ne pourrais pas en abuser, mais pour un élément de réponse, l'amitié, comme l'a évoqué tout à l'heure François, le rapprochement entre la Turquie et la Syrie ont été de très courte durée en réalité. C'est après la tension militaire de septembre 1998 qui a été évoquée, qui a failli dégénérer en conflit ouvert, que peu à peu les relations entre Damas et Ankara se sont fluidifiées d'une façon tout à fait exceptionnelle. Accord de libre-échange, suppression des visas, et même à 2 reprises des réunions communes du Conseil des ministres. Et puis arrive le début du mouvement de contestation en Syrie en février-mars 2011, et là, moi j'en témoigne, j'ai eu des contacts personnels avec des diplomates turcs, il y a eu beaucoup d'allers-retours entre Ankara et Damas, beaucoup d'envoyés du ministère des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères lui-même s'est rendu à plusieurs reprises à Damas, et à chaque fois il demandait à Bachar el-Assad de calmer le jeu, d'ouvrir le spectre politique, d'arrêter de tirer sur les cortèges de manifestants, et à chaque fois Bachar el-Assad leur disait oui, bien sûr, je vais le faire. Et dès que les émissaires turcs repartaient vers Ankara, eh bien la répression continuait et le jeu n'était pas pour autant ouvert. Et là, il y a un processus quelque part quasi psychologique, c'est que les diplomates turcs et le gouvernement turc n'a pas accepté que Damas se moque un peu d'eux, c'est-à-dire fasse des promesses et ne les fasse pas suivre des faits. Ça, c'est un élément important. Puis le deuxième élément, et je termine là pour ne pas être trop long, c'est évidemment ce contexte de révolte dans le monde arabe, où clairement le gouvernement turc a fait un choix, tout à fait erroné probablement, parce qu'il doit en partie s'en mordre les doigts aujourd'hui, mais il a fait un choix politique de tenter de créer une sorte d'alliance des mouvements liés aux frères musulmans. Et évidemment, ils sont à ce moment-là, au moment de l'été 2011, après ces tentatives vaines de convaincre Bachar el-Assad, ils ont fait le choix de soutenir les frères musulmans. Alors ça s'est décliné de la Tunisie à la Libye en passant par l'Égypte, mais aussi en Syrie, sauf que les frères musulmans en Syrie sont restés minoritaires, car débordés par des mouvements plus radicaux, djihadistes en l'occurrence, au vu de la radicalisation du mouvement de contestation en Syrie. Merci, merci Didier, tu peux passer la question à la dame qui est juste là. Voilà.
C'est la bonne réponse de Didier Billon. Je vous remercie. Je m'appelle Nilou Garabaghi, je suis ancien fonctionnaire international, auteur d'un nouvel ouvrage, Construction de la figure du nouvel ennemi. Là, je voulais poser une question très simple, parce qu'on a actuellement deux problèmes, de wahhabisation de l'islam mondial et de l'instrumentalisation de l'islam par les grandes puissances et des acteurs locaux. Alors la question concrète que je pose, c'est que actuellement, comment ça se fait que les grandes puissances, Israël compris, sont aveugles devant une attitude suicidaire devant la situation actuelle, qui est vraiment le danger, et la wahhabisation de l'islam mondial. Pourquoi la France n'infléchit pas sa politique néoconservatrice? Parce que soutenir l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, il y a un vide idéologique, et comme le général a dit, les jeunes n'ont pas le choix que de... D'accord. Merci, on a bien compris. Il y a quand même un infléchissement dans la position néoconservatrice de la France, c'est-à-dire que le président Macron a quand même dit sur le conflit syrien, il a dit deux choses. Il a dit, d'abord, je ne connais pas, on ne m'a pas présenté le successeur légitime de Bachar al-Assad, donc là c'est déjà un retrait par rapport à si vous voulez, la volonté néoconservatrice d'intervenir et de changer les régimes. Et à Saint-Pétersbourg, devant 5000 personnes, il a dit que la France avait complètement renoncé à respecter la souveraineté des États, mais donc renoncé à changer les régimes dans les pays étrangers. Donc il y a quand même eu un infléchissement par rapport à la politique Hollande-Fabius, néoconservatrice, c'est-à-dire la volonté de mettre, y compris par la force, puisque la France, effectivement, a livré des armes, la DGSE a livré des armes aux gens qui voulaient renverser le régime Bachar al-Assad en 2013. Là, il y a quand même eu un infléchissement de la position de la France, mais sur cette question plus générale, je voudrais, Clarence, que tu me donnes ton avis. En ce qui concerne mon avis, en tous les cas, c'est que en ce qui concerne la France, c'est vrai que je trouve que la diplomatie française, je suis désolée, hein, je ne vais peut-être pas me faire des amis, mais je ne suis pas là pour ça non plus, c'est que je pense qu'il y a la diplomatie est quand même un peu timorée. Et c'est toujours, si vous voulez, parce qu'on espère, encore une fois, signer des contrats. Vous savez, je crois qu'on ne va pas, vous savez, essayer d'essayer d'emprunter un itinéraire bis alors que la route est droite. Je pense que tout ce qui se passe en ce moment, les relations entre la France et l'Arabie Saoudite, on le voit bien au mois d'avril, lorsque la France a accueilli à bras ouverts Mohamed bin Salman, alors que Mohamed bin Salman en ce moment, parce qu'il ne faut quand même pas se voler la face, il est en train d'emprisonner et d'incarcérer des militants d'opinion, et y compris également des proches, je pense notamment à son conseiller économique, qui a été très récemment incarcéré. Donc, on n'aime pas appeler, on a du mal en France à donner, si vous voulez, on joue sur les mots très souvent. Attendez, l'Arabie Saoudite, je veux dire, est-ce que l'Arabie Saoudite aujourd'hui mérite donc toute notre attention alors qu'elle se comporte comme un pays, je veux dire, dictatorial. Depuis que avec l'avènement notamment de Mohamed bin Salman, on le voit bien, c'est une autocratie. Qu'est-ce qui se passait avant, en termes de politique qui était menée par les prédécesseurs? Parce qu'on a l'impression que depuis que ce jeune est là, Mohamed bin Salman, il n'y a pas eu d'histoire en Arabie Saoudite. C'est-à-dire qu'on fait fi de ce qui s'est passé auparavant, et notamment avec le roi Abdallah, entre autres, hein, puisque vous avez connu cette ère-là, qui était beaucoup plus modérateur, entre guillemets, hein, mais parce que, si vous voulez, la politique était menée par le consensus. On tenait compte du consensus, c'est-à-dire que le souverain tenait compte donc
de la vie des oulémas, donc des religieux, tenez compte de la population, tenez compte également des hommes d'affaires, etc., etc. Et là, tout est phagocyté par ce jeune prince Mohammed bin Salman. Donc on est passé d'une horizontalité, j'ai envie de dire, à une verticalité. Et c'est ça qui aujourd'hui est un problème au sein même, si vous voulez, de l'Arabie Saoudite, y compris dans les relations internationales menées entre autres avec la France. Merci. Alors, Pierre, un mot. Un mot rapide pour répondre à votre question. On explique souvent le lobby pro-saoudien à travers la firme Dassault. Je tiens à m'élever contre cette affirmation de pour la simple et bonne raison que nous n'avons jamais vendu d'avion en Arabie Saoudite. Les Saoudiens nous ont toujours dit que l'aviation ce serait anglo-saxon. Bon. Donc il ne faut pas se tromper, il y a un lobby saoudien en France, c'est pas Dassault, il faut lui rendre cet hommage. Pardon? Ah oui, qui paye des avions chez les autres, c'est autre chose, mais il n'y a jamais eu un avion vendu aux Saoudiens. Deuxième chose, le lobby de l'armement, évidemment, est un des éléments importants de ce lobby pro-saoudien, puisque l'Arabie Saoudite est notre meilleur client, subvention moyenne lycée depuis 25 ans. C'est-à-dire, si vous additionnez tout ce qui s'est vendu là-bas. Encore une fois, on vendait d'autant plus que, comme je vous le disais tout à l'heure, les Saoudiens n'achetaient pas des armes pour faire la guerre, ils achetaient des armes comme des anxiolytiques en se disant j'achète une garantie de sécurité. Donc, ce lobby est aussi constitué d'un certain nombre d'universitaires qui vous expliquent toujours que les choses ne sont jamais aussi simples que vous venez de les expliquer. C'est-à-dire, bien entendu, l'Arabie Saoudite n'est pas comme vous le croyez, vous savez. Troisième strate, si vous voulez, c'est quand même les contrats de relations publiques que l'Arabie Saoudite a passés. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite a des contrats avec les 4 plus grosses boîtes de relations publiques françaises, dont une qui s'appelle Publicis et qui est dirigée par Madame Banater, ex-Bleustein-Blanchet, qui se fait défenseur de la cause des femmes, sauf en Arabie Saoudite. Et évidemment, ça dépend de l'importance du contrat. Dernière remarque. La communauté qui s'est le plus opposée à la salafisation de l'islam, c'est la communauté française musulmane. Quand je faisais en 2015 un rapport, 2014 un rapport contre la radicalisation, j'étais invité par des associations gestionnaires de mosquées, par des imams, etc., pour faire des séminaires dans lesquels ils venaient expliquer qu'ils voyaient une poussée du salafisme dans leur mosquée, que les salafistes essayaient d'en prendre le contrôle, que ces gens allaient voir le préfet, le juge, le commissaire de police, et chacun levait les bras au ciel en disant « Mon monsieur, c'est la liberté de conscience, on n'y peut rien. » Donc, il faut absolument mesurer le fait que cette salafisation de l'islam est effectivement le principal danger. Alors, je vois quand même deux facteurs d'optimisme. La première, c'est que le rapport Al-Karawi, qui a été cité tout à l'heure, ne cesse de répéter, de parler de la wahhabisation de l'islam. Je ne sais pas, il a peut-être lu mon bouquin, j'en sais rien, mais en fait, je suis content que pour une fois, le terme commence à entrer dans les mœurs. Maintenant, soyons pas trop optimistes, le Canada a dénoncé le traitement inique que subit Raif Badawi, immédiatement, et puis la condamnation... Un opposant politique, qui est un opposant politique qui a fait un blog libre avec ses opinions politiques, qui a été condamné à 1000 coups de fouet. Ça fait un peu beaucoup, quoi. Et qui en a pris 50 en janvier 2000. 1000 coups de fouet plus 10 ans de prison. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne passent pas les 10 ans de prison parce qu'il sera mort avant quand même. Hein. Donc, ça, et puis surtout la demande de condamnation à mort de 5 personnes qui sont des manifestants non violents, les 4 parce qu'ils sont chiites, le 5e c'est une femme, et on se dit, mais c'est extraordinaire, il y a eu un silence absolu. Le seul pays qui a condamné, c'est le Canada, et le Canada a immédiatement vu ses relations diplomatiques coupées par Riyad pour lui apprendre à ne pas critiquer l'Arabie Saoudite. Les démocraties ont laissé le Canada seul. La France n'en a rien dit, les États-Unis n'en ont rien dit, etc. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je crois que je ne ferai pas le pèlerinage cette année. Parfait. Alors là, je vais maintenant, parce qu'il y a énormément de... Ce débat est très populaire, il y a énormément de questions, je vais grouper les questions par deux. Donc, monsieur d'abord, ensuite monsieur. Roland Hureau, une remarque, il ne faut pas, à mon sens, exagérer l'opposition entre chiites et sunnites. Dans la guerre Iran-Irak, la minorité sunnite d'Iran et la majorité chiite d'Irak ont été loyales à leur pays. Et les Iraniens, j'étais il n'y a pas très longtemps dans une ville d'Iran, on m'a présenté une héroïne, ou plutôt la mère d'un héros qui était mort
dans cette guerre que les Iraniens considèrent comme la mère de toutes les batailles, Iran-Irak. Tout à fait, 80-88. J'ajoute que posez votre question. L'Arabie Saoudite était intervenue au Yémen pour soutenir un roi, dans les années 60, un roi chiite contre la population sunnite, et que l'Algérie, qui est un pays sunnite, soutient discrètement Bachar el-Assad. Alors, une question qui n'est pas tout à fait en rapport, mais sur un sujet sur lequel, en effet, je n'ai pas la réponse, qui a décidé la baisse du prix du pétrole qui est intervenue aux environs de 2013. Avec une Est-ce remontée. les États-Unis ou est-ce l'Arabie Saoudite? Monsieur, une question, parce que je double les questions, enfin, je les mets en tête. Oui, oui, oui. Question générale, Lemar, j'ai vraiment écouté avec beaucoup d'intérêt et ça m'a beaucoup satisfait ce que vous dites, que la Russie est maintenant égale avec l'Occident et qu'elle est revenue au point militaire. Alors, avec un budget de 1 à 12 fois moins, c'est quand même remarquable. Alors, la question précise que je pose à tout le monde, Madame vous a donné un chiffre très intéressant, le coût de l'intervention saoudienne au Yémen, c'est 7 milliards d'euros. Est-ce que quelqu'un connaît le coût de l'intervention russe ou en Syrie? Moi, je l'évalue, mettons, à 2 milliards. Donc, manifestement, 4500 Russes avec 2 milliards sont 10 fois plus efficaces que les Saoudiens. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Pareil pour mon ami François Nicolas. J'ai calculé qu'avec la baisse des exportations, l'Iran va perdre 50 milliards de dollars par an. Et quel est le coût? Je pose la question, et j'étais allé hier, personne ne connaît le coût de l'intervention iranienne, non pas en hommes, mais en matériel, en coût. Bon, les Américains veulent briser l'Iran, autrement ils ne feraient pas ça, ou alors ils seraient complètement déculottés. Combien de temps l'Iran pourrait durer comme ça, sans intervention militaire, sans surveillance intérieure? Bon, et dernière petite question qui est intéressante quand même pour M. Calvar, dont j'ai beaucoup apprécié l'intervention. Qu'est-ce que vous pensez du fameux modèle de Kazan que j'ai posé à la Turquie? Je ne dirais pas votre homologue saoudien, parce que tout le monde a parlé de la Russie. Je connais la Russie, j'ai vécu 5 ans à Mourmansk. Vous savez où c'est Mourmansk. Donc, la Russie, est-ce que pour vous, le modèle de Kazan, la coexistence de toutes les religions, Poutine vient de fêter le Nouvel An juif avec 2 rabbins, grosse barbe, Poutine est bien avec tout le monde, il a une leçon à donner. Il ne fait pas que protéger les chrétiens orthodoxes, mais il est un modèle. Et c'est ça, à mon sens, l'un des buts de l'intervention russe en Syrie, qu'il faut saluer. Votre question, c'est... C'est-à-dire qu'est-ce que le modèle de Kazan est un modèle de coexistence dans cette région, même s'il n'y aura pas la paix. Je suis persuadé, je connais très bien les Russes, ils mettent en avant le modèle de Kazan. Ok, alors, commencez là, sur le modèle de Kazan. Expliquez d'ailleurs à l'Assemblée ce que c'est. Oui, le modèle de Kazan, c'est l'exception qui confirme la règle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malgré tout, vous ne pouvez pas ignorer, comme vous connaissez bien la Russie, que de toute façon, plus personne ne contrôle le Caucase du Nord. Donc, on l'a donné à Kadyrov. C'est Kadyrov, il y a toujours les troupes spéciales russes qui sont en masse sur place, mais si vous êtes allé sur place, vous voyez bien que le pays est totalement musulman et qu'il y a un recul complet des Russes et qu'aujourd'hui ce fossé s'est créé entre la Russie blanche et toute cette zone géographique, et les Russes sont très conscients qu'ils n'y arriveront pas, et leur peur majeure, c'est la contamination dans les autres ex-républiques de l'Union soviétique, puisque là on est en Russie par contre, mais qui pourrait toucher également des populations. Donc il met systématiquement en avant le modèle de Kazan. Il s'appuie aussi beaucoup sur le métropolite, parce qu'il a besoin de l'Église orthodoxe pour le soutenir, mais il a très conscience quand même qu'il a un problème majeur au sein même de la société russe. Merci. Alors, Juste une remarque sur votre question concernant les coûts. Vous savez, il y avait une histoire célèbre, c'était le type qui courait derrière un taxi pour rentrer chez lui, il disait que ça lui faisait économiser plus de bus d'argent que s'il courait derrière le bus. Bon. Le mode de calcul économique est un mode de calcul qui est toujours faux, c'est-à-dire que ou bien vous prenez le coût complet d'une intervention, coût de remplacement des matériels, paiement des pensions aux veuves, etc., etc.,
Et ça, c'est la technique américaine pour dire que les interventions sont très chères. Ou alors vous prenez le système français, c'est-à-dire vous dites je budgète 800 millions d'euros chaque année pour faire les interventions extérieures. Moi, j'ai fait le calcul pour la simple intervention française en Afghanistan. 3000 hommes pendant 4-5 ans, 8 milliards de dollars en coût complet. Complet, ça veut dire remplacement des ATL, ça veut dire paiement des pensions, etc. Donc les interventions extérieures aujourd'hui coûtent très cher à tout le monde. Bon. Ça veut dire que c'est un point d'équilibre politique, c'est-à-dire la conviction politique d'un pays de vouloir aller jusqu'au bout, si vous voulez, vers une guerre frontale en engageant beaucoup de matériel. C'est tout. François. Oui, sur le fait qu'il ne faut pas exagérer la césure sunnite, enfin tout à fait d'accord, c'est un des éléments, elle existe. Les populations sunnites et sunnites ont vécu côte à côte pendant des siècles sans problème particulier. De temps en temps, il y a des crises alimentées par les États. C'est véritablement instrumentalisé en ce moment. Mais en effet, par exemple, ce sont des chiites qui ont brûlé récemment à Bassora le consulat iranien. Hein. Donc voilà, donc ce n'est qu'un des éléments de ce tableau à plusieurs entrées. Vous avez les religions, les ethnies, les nations, les frontières, etc. Voilà, il ne faut pas exagérer, il faut prendre la juste mesure de cette donnée. Combien de temps l'Iran pourra résister? C'est évidemment la question à 1000 francs. Trump espère en effet mettre l'Iran à genoux en à peu près 2 ans, considérant que Obama, qui avait commencé à négocier en 2013 à peu près, a négocié trop tôt, avant que les sanctions qui avaient atteint leur pleine puissance en 2012 aient produit leur plein effet et mis l'Iran à genoux. Il aurait fallu en fait ouvrir la négociation dans la mentalité des néoconservateurs américains qu'au bout de 2, 3, 4 ans, que les sanctions produisent vraiment leur plein effet. C'est donc la stratégie que va jouer Obama. Encore faut-il que du côté américain ça tienne, cette stratégie tienne, il peut se passer des choses. Obama peut peut-être s'en aller, il peut y avoir des changements de pied. Trump peut s'en aller, il peut y avoir des changements de pied. On a vu que Trump offre aux Iraniens de négocier, les Iraniens le refusent, à mon avis à juste titre. Donc une raison d'entrer dans une négociation après les camouflets qui leur ont été infligés. La question c'est de savoir, c'est la résilience de l'économie iranienne. Enfin, et leur capacité à vendre quand même une partie de leur pétrole. Les sanctions d'Obama avaient réduit les exportations de l'Iran à peu près par 2, mais en même temps, les réductions d'exportation avaient fait monter le prix du pétrole sur le marché mondial. Voilà, il y a eu un jeu assez... Le pétrole n'a jamais été aussi haut que du temps d'Ahmadinejad, et il en a tiré évidemment énormément de profit. Donc, l'économie iranienne est quand même assez résiliente. Hein. Le régime tient le pays quand même d'une main de fer. Il y a du mécontentement, c'est très clair, pas seulement pour les sanctions, pour beaucoup d'autres raisons, mais ce mécontentement n'est pas organisé. Le régime peut tenir, il veut tenir, il va développer une économie de la résistance et réactiver tous les circuits qui lui permettaient de résister précisément et de contourner les sanctions américaines dans le temps. Un handicap des sanctions américaines, c'est que les Américains sont seuls à imposer des sanctions. Alors, quand les Américains sont seuls, ça fait quand même... Voilà, c'est difficile de dire que les Américains sont isolés. Hein, c'est, bon, compte tenu de leur puissance et de leur position centrale. Mais bon, il y a aussi la capacité pour l'Europe d'élaborer des contre-feux. Elle commence timidement à le faire, ça va être quand même très compliqué d'inventer des circuits bancaires, des circuits financiers, mais la nature ayant horreur du vide, on peut imaginer que par un phénomène de capillarité, on arrivera dans 2-3 ans à amortir le choc des sanctions américaines. À mon avis, on y verra clair, et je termine là-dessus, on y verra clair, voilà, en 2019, fin 2019, on verra dans quel sens ça peut. Merci François. Alors Monsieur Hérault, c'est très difficile de répondre à votre question sur le pétrole, pourquoi est-ce qu'il était si bas en 2013. Ce qu'on peut remarquer, c'est que 2013, c'est effectivement, il y a l'exportation. C'est fin 2014. Oui, voilà, et c'est que avec, si vous voulez,
la montée des tensions au Moyen-Orient, la montée des tensions avec évidemment l'intervention russe à partir de septembre 2015, et puis l'échec évidemment de la guerre au Yémen qui devient de plus en plus patent, et surtout la dénonciation par les États-Unis de l'accord nucléaire du 14 juillet 2015 avec l'Iran, eh bien tout cela, parce que c'est un marché, le pétrole, il y a des anticipations, et tout cela fait aujourd'hui considérablement renouveler, remonter le prix du pétrole. On a parlé de l'Amérique, le jeu des puissances, la paix impossible. Il faut faire une nuance lorsque François a dit que Trump était un néoconservateur. Je ne dirais pas que c'est un néoconservateur. C'est-à-dire que Trump, pour moi, n'est pas un homme qui préfère la justice ou la démocratie, ou l'idée qui se fait de la justice ou de la démocratie à la paix. Les néoconservateurs, ce sont des gens qui préfèrent la justice ou la démocratie, ou l'idée qu'ils s'en font, à la paix. Pour Trump, il est, selon moi, plutôt kissingérien, ou mettez à les chiens, la paix, c'est la valeur suprême. Mais il a effectivement une politique très cash au Moyen-Orient, une politique qui est double. Premièrement, ou triple. Premièrement, je fais payer mes alliés. Il leur parle d'une manière presque vulgaire. Il leur dit maintenant, publiquement, il a dit à l'Arabie Saoudite, maintenant il va falloir payer. Hein, parce que sans moi, vous ne tiendrez pas une semaine. Il leur a dit ça publiquement. Hein. Sans moi, vous ne tiendrez pas une semaine. Donc maintenant, il va falloir payer. Et cher. Voilà, c'est ce qu'il dit à ses alliés sunnites du Moyen-Orient. Et deuxième attitude de Trump qui est très claire, c'est un soutien inconditionnel en Israël. Et troisième politique américaine de Trump, c'est effectivement le recours systématique aux sanctions, pas à la militarisation des crises. Alors, est-ce que ces sanctions et les asphyxies économiques vont créer des guerres? Ça, on ne sait pas encore. Mais effectivement, Trump est tout à fait réticent, contrairement à Clinton ou à W. Bush, tout à fait réticent à employer l'outil militaire. Voilà ce qu'on pouvait dire.